Donc on continue cette matinale. Je suis très content de pouvoir clôturer cette semaine d'animation qui m'aura injecté les yeux de sang, mis les cernes, et être forcé de regarder aussi une actualité pas forcément anxiogène, mais on va dire très riche, très lourde même. Bonjour Youssef, et bienvenue sur cette matinale pour aider à décrypter l'actualité. Bonjour, bonjour Raphaël, excusez-moi, dernier petit réglage technique. Je branche mon ordinateur pour qu'il ne me lâche pas durant Il n'y a aucun problème. l'entretien. Ça prend une Donc, seconde. Voilà, merci. il n'y a aucun problème. Donc, dans tous les cas, chers spectateurs, vous êtes là plus de 5000 en comptant tous les réseaux. Pensez à mettre à chaque fois le petit pouce, à partager sur les réseaux, à nous dire ce que vous pensez des sujets que nous développons et des invités que vous voulez voir ou revoir, etc. N'hésitez vraiment pas. Ou Le ne chat plus voir. ça. Ou ne plus voir aussi. Oui, même si nous sommes là pour donner la parole à tout le monde. Youssef, d'accord. Alors Youssef, le temps que les réglages se font, je vais quand même poser ma question, comme ça va mettre un petit peu de stress. Alors beaucoup de rebondissements, j'aimerais commencer sur la situation en Ukraine et après quand même surtout nous concentrer sur la situation au Moyen-Orient, parce qu'il y a des éléments importants qui sont apparus sur le conflit israélo-palestinien. Mais tout d'abord, j'ai posé la question à Marc-Gabriel Draghi. Nous avons eu des rebondissements chaque jour, des tensions, des pas en avant, des reculs, de retrait sur les négociations, des relations entre la Russie et les États-Unis directement, Zelensky qui refuse, etc. Et là, nous avons Sergueï Lavrov qui nous dit que nous allons dans la bonne direction. Dans quelle direction allons-nous concrètement, Youssefini? C'est assez difficile à suivre parce que le problème qu'on a avec les États-Unis, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul pilote dans l'avion. Et que par conséquent, on a un sabotage en interne dans l'administration Trump. Et on a l'habitude, parce que durant son premier mandat, ça se passait déjà de cette façon. Et puis on a un sabotage, je dirais, extérieur des vassaux qui ne veulent pas obéir. Ce qui est logique parce que Trump n'est pas le maître de ces vassaux européens et ukrainiens. Les véritables maîtres sont la frange de l'État profond états-unien qui est néoconservateur et globaliste. Et le problème que rencontre l'administration Trump, c'est que ces globalistes et néoconservateurs sont toujours au pouvoir en Europe. Et d'ailleurs, ils ont une partie du pouvoir encore aux États-Unis. Et par exemple, j'écoutais là récemment Scott Ritter, qui est un ancien officier supérieur de l'armée américaine, qui est aussi très bien informé. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une volonté de Trump d'arriver à un accord avec les Russes, sauf que vous avez par exemple la CIA et le Pentagone qui sont toujours en soutien du régime kievien et qui continuent à envoyer des armes, etc. Et donc, ça paraît totalement illisible. Alors, il y a des analystes que je ne nommerai pas, mais que j'ai écouté aussi récemment, qui me disent ah mais il faut que Trump sache ce qu'il veut. Mais le problème, c'est que Trump n'a pas toutes les manettes. Sur le cas russo-ukrainien, lui, il veut mettre un terme au conflit parce que c'est un conflit que les États-Unis ont perdu et que lui dont il ne veut pas assumer la défaite. C'est pour ça qu'il veut liquider. C'est pas une question de gentil ou de méchant, c'est une question d'objectif politique et géopolitique. Sauf que cette frange de l'État profond, et même le problème, c'est qu'on n'est pas dans les couloirs du Pentagone et de la Maison Blanche. Donc nous, on analyse ça de l'extérieur. Vous avez au Pentagone des gens qui veulent mettre un terme à certains conflits, qui ne veulent pas déclencher d'autres conflits, notamment conflits avec l'Iran, ceux qu'on appelle les colombes. Et vous avez les faucons, notamment au Pentagone, qui, eux, veulent poursuivre la guerre contre la Russie et veulent aller vers une guerre contre l'Iran. Donc voilà, c'est le problème qu'on a avec l'administration Trump, en plus d'une incohérence de Trump lui-même. Là, ça ajoute un problème au problème. Maintenant, du côté russe, les Russes, de leur côté, ils ont gagné la guerre et
j'ai envie de dire, ils ne sont pas pressés, parce que plus la guerre se poursuit, et plus ils marquent des points, et plus ils peuvent conquérir du territoire. Donc je pense que du côté russe, il n'y a pas d'empressement. Donc, C'est ce qui a été dit explicitement par Poutine lors de la trêve pascale et sur le fait de vouloir ensuite étendre la trêve pascale avec le cessez-le-feu qui n'avait pas été respecté par les Ukrainiens. Les Ukrainiens ont aussi accusé les Russes. Et c'était de dire de pouvoir continuer ce cessez-le-feu. Et là, tous les pays européens se sont excités en disant mais c'est génial, on va faire ça. Mais en plus avec un système inconditionnel où vous abandonnez toute la guerre. Et Poutine a fait non, on va patienter un petit peu. Donc c'est quand même quelque chose de dit de clairement, c'est de ne pas se précipiter. Voilà, c'est la stratégie. oui, et puis ça correspond à la culture russe aussi. Ce sont pas des, contrairement aux Américains. Je l'ai déjà dit, Trump est un joueur d'échecs, Trump est un joueur de poker, les Américains sont des joueurs de poker, sont des bluffeurs, et le poker est un jeu rapide, alors que les Russes sont des joueurs d'échecs, et l'échec, c'est de la stratégie, c'est de la patience. Et c'est aussi culturel. Ça correspond à leur anthropologie, puissance terrestre, structure familiale lourde, avec comment dire, un attachement à la continuité dans la durée. Donc les Russes ne sont pas particulièrement pressés. Ce qui peut les presser, c'est le problème démographique. C'est-à-dire que pour les Russes, aujourd'hui, l'homme est précieux. Ils sont pas très nombreux, 145 millions, si on ne compte pas les habitants du Donbass, qui sont, je crois, 6 millions. Pour le pays le plus grand de la planète, c'est assez problématique. Et ils n'ont pas besoin non plus ils ne peuvent pas se permettre de perdre trop d'hommes. Non plus. Ça aussi, c'est un facteur qu'il faut garder à l'esprit. Mais en tout cas, les Russes sont aujourd'hui beaucoup moins pressés que les Américains, parce que c'est eux qui ont l'avantage. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Et quid des élites européennes? On observe une sémantique typique des néoconservateurs initialement, qui est maintenant utilisée par les élites européennes, c'est la fameuse paix par la force. Et là, on voit leur volonté de s'ingérer dans ces négociations, les fameuses forces de réassurance déployées sur le territoire ukrainien. Là, on voit qu'il y a, alors attention, Youssef, un trouble. Voilà, on parle comme ça, on dit pas trio. Donc avec les Allemands, les Anglais, et en plus, quand on s'intéresse à leur vie privée, on peut se dire que c'est vraiment ça en plus, malheureusement. Mais bref, donc on a les Allemands, les Anglais et les Français qui veulent vraiment s'opposer à la Russie, même si là, on voit une adaptation du discours avec des négociations, ils veulent un cessez-le-feu inconditionnel. Mais ma question, là, les simple, c'est face à ce discours typique des néoconservateurs, le fait d'avoir désigné la Russie comme une menace existentielle et surtout d'avoir lancé, je mets des guillemets, la grande industrie pour préparer l'armée européenne, le grand financement pour l'armée européenne. Est-ce que l'Europe a les moyens physiques de pouvoir continuer, on va dire, à vouloir s'imposer, à s'ingérer, ou alors on va surtout assister à beaucoup d'aboiements? En fait, le discours belliqueux des dirigeants européens envers la Russie, comment dire, ne vise pas la Russie. Il vise surtout les populations européennes. Parce qu'en fait, l'objectif, la crainte des dirigeants européens, c'est que le conflit s'arrête et qu'ils se retrouvent face à leurs responsabilités politiques et qu'ils rendent des comptes. Parce que la guerre entraîne toujours des conséquences politiques. Et les conséquences politiques peuvent être extrêmement graves lorsque vous êtes en échec politique, quand il y a une crise de régime, crise économique, etc. Or, là, en fait, tous les voyants des pays européens, notamment la France, sont au rouge. Crise économique, crise de régime, délégitimation du pouvoir. Et dans ce contexte-là, quand vous perdez une guerre, en général, vous perdez le pouvoir. Donc, il est vital pour eux, pour se maintenir au pouvoir, de maintenir la guerre, même si elle est virtuelle. Autre chose, les investissements pour le réarmement, comment dire,
ne peuvent pas redresser. Aujourd'hui, les armées des pays européens, Allemagne, France, Grande-Bretagne, ne sont pas en capacité de mener une guerre de haute intensité. Ils en sont incapables. Il y a un problème d'hommes, donc le nombre d'hommes qu'ils peuvent déployer, l'entraînement des hommes qui ne sont plus capables de faire une guerre de haute intensité. Comme le disait le colonel MacGregor, il disait l'armée française est entraînée pour faire des safaris en Afrique, mais pas pour faire la guerre contre la Russie.